C'est fou, Yvette Terola, cette émission, la vie à peu près, on se dit quand on la prépare qu'on a un temps infini devant soi, on a 5 épisodes d'une demi-heure, on a l'impression que c'est copieux comme tout, et à chaque fois on arrive au dernier épisode, on dit Oh, déjà. il n'a pas tout dit. Il n'a pas tout dit. C'est Alice Riva qui disait ça. Je crois que j'ai pas dit le dixième de ce que je voulais dire, quoi. C'est normal, hein. Faudrait écrire un grand livre. Bon, hier on s'est quitté sur ces spectacles, vos spectacles dans lesquels vous montez ensemble vos textes, des chansons le plus souvent pas de vous, comme une sorte de réunion de textes collectifs, de textes qui appartiennent à leur auteur bien sûr, mais un peu à tout le monde, et qui mis ensemble dépeignent une sorte d'inconscient collectif, et puis votre expérience particulière là-dedans. L'histoire de votre relation avec votre maman, l'histoire de votre relation Avec Barbara, par avec exemple, quand j'avais fait Barbara. Barbara. Voilà. Mhm. Et puis, j'avais l'impression, vous me corrigez un petit peu avec raison, j'avais l'impression que la notion du bilan était très présente dans vos spectacles. On pourrait en tout cas le dire, je pense, pour quelques-uns d'entre eux. On a parlé hier de Les Années, Mhm. mais on pourrait le dire aussi d'Histoire d'île. Oui, Histoire dit, c'était plutôt ma relation aux hommes de ma vie, par exemple, ou aux hommes de théâtre que j'ai fréquentés. Voilà, je voulais rendre hommage à mon père, déjà en premier lieu, Mhm, qui était un homme bon, digne, droit et tout. Je voulais lui rendre hommage. mhm. Après, je voulais rendre hommage aussi à mon fils, d'autant plus maintenant, dans le chemin, qui s'occupe tout seul de ses deux petites filles, qu'il faut un sacré courage pour, euh, pour s'occuper de ouais, d'être seul avec deux petites filles, qui ont 8 ans et 13 ans. Je voulais parler aussi de ce que j'ai subi comme harcèlement. J'ai jamais été violée, mais ça a été assez loin par moments. Et des relations aussi avec certains camarades de travail extrêmement sexistes. C'est un milieu sexiste, un milieu du théâtre. Il n'y a pas de raison qu'il échappe à... Voilà, le patriarcat, il est là aussi. Et voilà, je voulais parler de ça. Je voulais parler de mon expérience, oui, de ce que j'avais vécu dans ce milieu. Comment c'est qu'être une femme dans ce milieu-là. Et on voit justement comment ces spectacles ont été aussi le lieu de l'affirmation, de la réaffirmation, de la relecture aussi de votre combat féministe, hein, qui est un combat de la première heure, on peut dire. Oui, Mm. j'ai pas vraiment arrêté, même au moment où c'était pas spécialement à la mode. Je crois pas que j'ai arrêté. Je crois que c'était quand même été le combat de ma vie. J'ai l'impression que d'avoir participé quand même à la plus belle révolution du XXe siècle. Pour moi, Mm. c'est une révolution extraordinaire. Enfin, faut faire attention parce que on revient en arrière, hein, très souvent. Ça, voilà. Puis on parle du backlash, hein, comme on dit ça, le retour de bâton et tout. Quand les masculinistes maintenant sont en embuscade et sont féroces, hein, ils laissent rien passer. Mais sans aller jusqu'à ce masculinisme-là, Yvette Mhm, Terola, mhm, euh, moi j'ai l'impression, depuis ma génération, mhm, j'ai l'impression que ces années où moi j'étais pas né ou tout mhm, petit, ces années mhm, 60, mhm. 70, ont été des années vraiment de grande affirmation de ces luttes politiques, aussi avec des arguments qui sont extrêmement proches de ceux qu'on entend maintenant, et Mhm. que quelque chose s'en est perdu, que quelque chose renaît plutôt qu'il n'apparaît aujourd'hui. Quelque chose renaît. Maintenant, ce qui renaît en plus, c'est toutes les minorités, hein, qui s'agrègent Mhm. autour du féminisme. Ce qui était moins le cas. Bon, nous, on se battait aussi pour les requérants d'asile, on se battait pour les prisonnières. Mais maintenant, les luttes les minorités se réunissent. Enfin, je suis pas une spécialiste, mais elles se réunissent quand même. Les minorités revendiquent un peu, enfin, s'agrègent, non? En tout cas, il y a plusieurs combats qui sont portés, disons. Oui, oui, c'est On parle ça. d'intersection des luttes. C'est ça, hein. Il y a ça, hein. Puis il y a beaucoup plus de féministes radicales. Mais c'est vrai que je pense à une fille comme Coffin, là, qui s'est beaucoup fait taper dessus. Mais c'est vrai, je crois qu'on en a déjà parlé dans une émission, là. Quand elle dit, j'ai lu tellement de choses d'hommes, faites par des hommes et tout, que j'ai besoin maintenant de me nettoyer un peu aussi. Mhm. Je disais une phrase ce matin avant que vous veniez, qui m'a beaucoup fait, pas rire, mais un petit peu, je vais la retrouver. La domination masculine est vraiment complète que lorsque les femmes disent avoir choisi ce qu'on leur impose. Et
trouve que c'est intéressant parce qu'on croit qu'on a choisi certaines choses, mais comme les hommes d'ailleurs, on ne naît pas homme, on le devient probablement. C'est comme les femmes, c'est une construction sociale, ce qui ne veut pas dire que les sexes n'existent pas. Si les gens changent de sexe, qui veulent changer de sexe, c'est bien qu'il y a des sexes. Il y a un de vos spectacles que j'ai écouté là en préparant l'émission, j'ai écouté l'enregistrement, qui m'a beaucoup plu et beaucoup touché, qui s'appelle Comme un vertige. Comme un vertige, il est peut-être moins directement politique, bien que la question politique elle soit là aussi, puisqu'on voit comment les hommes et les femmes vieillissent autrement dans le regard de la société. Ce qui m'a paru très, très touchant à penser, là, c'est que donc c'est un spectacle que vous avez fait une dizaine d'années, quelque chose comme ça? 20 ans comme un vertige. Ah, il y a 20 ans, Comme un Mhm, vertige. Il y a 20 ans. mhm, Et, 2001. et vous étiez quand même déjà dans une forme d'inquiétude du vieillissement. Ah, je croyais que vous parliez de se faire horizon. Non, non, Comme un Oh, vertige. pardon. Oui, comme un vertige, 2011. Oui, Ah ben oui, c'est ça, il y a oui. une dizaine d'années, voilà, c'est ça, c'est Oui, ça. vous avez raison. Oui, je mélange là. Oui, c'était sur le vieillissement. Bon, d'une manière assez drôle, hein. Très drôle, Très drôle. très Oui. drôle. Comment il faut faire avec les vieux, où il faut les mettre, comment il faut les mettre. Pourquoi on meurt alors que c'est au moment où on a des choses intéressantes à dire. Pourquoi? Puis comment je me fais enterrer, puis quelles remarques les gens vont faire à mon enterrement, des choses comme ça. Oui, puis le vieillissement du corps et le vieillissement du. J'avais envie de parler de ça. Ça a été. Enfin, il y a des gens qui ont trouvé ça dérangeant un peu, parce qu'à un moment donné, je cite la chanson de Johnny Hallyday, quoi, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Ça tombait bien, quoi. Enfin, bref, je me moque un peu, je fais de l'autodérision. Mais c'est un spectacle que j'ai assez bien aimé. C'est François Gremaud qui l'avait mis en scène. Et là, vous chantiez avec le temps aussi. Avec le temps, oui, Mhm. absolument. Voilà un exemple d'une chanson Oui, qu'on entendait, oui, qui dans le contexte oui, reprend oui. toute sa sève. Ça, c'est, oui. Oui. Oui, c'est vrai, oui. Non, je croyais que vous parliez de se faire horizon. Non, mais c'est vrai que c'est très drôle, hein. J'ai beaucoup ri, mais c'est très drôle, mais c'est quand même réellement inquiet. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est drôle, d'ailleurs. Oui, oui. Et aujourd'hui, vous vous sentez plutôt plus inquiète ou plutôt moins inquiète Que, qu'à l'époque de ce spectacle ah, ou quand vous avez fait les je années? ferai plus un spectacle sur le vieillissement maintenant. C'est plus actuel. Non. Vous avez arrêté de vieillir. Ouais, C'est fini tout ça. c'est fini. C'est du passé, n'en parlons plus. Non, je ferai jamais. C'était, j'ai joué une pièce avec Jeanne Savigny. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Non, Non, non. mais ces jeunes hommes. C'était une grande figure de la radio romande, grande comédienne, qui disait, elle jouait encore quand elle avait, je sais pas, on avait joué ensemble, elle avait 85 ans. Elle disait, vous allez devenir comme Jeanne Calment, Jeanne, vous voulez ma mort, elle disait. Vous voulez ma mort? Ouais, non, je ferai plus un spectacle sur le vieillissement maintenant. Non, parce que ça ne m'intéresse plus, parce que c'est plus, ça m'amuse plus. À l'époque, j'avais 64, j'étais encore jeune. C'est là que j'avais envie de faire un spectacle sur le vieillissement. Mhm. Mhm. Et est-ce que l'expérience à laquelle vous avez fait plus qu'allusion tout à l'heure, le fait de perdre votre belle-fille, de perdre Stéphanie Lapinelli, de voir disparaître une personne, la compagne de votre fils, une personne de la génération de votre enfant, ça a changé profondément quelque chose dans votre rapport justement À la au mort, vieillissement et à la mort? je pense que oui, oui. Bien sûr, bien sûr, j'aurais dû, j'aurais dû partir à sa place. J'aurais pas dû. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas. C'est, elle s'est battue. Stéphania, mais battue. Je sais pas si vous avez vu le spectacle qu'ils avaient fait avec David, la fête du blé et du pain, Non. où elle était dans l'arène en guerrière, elle se battait contre un dragon, un immense dragon que David avait fait, qui crachait du feu. Elle se battait contre ce dragon avec un simple bâton. Et bah oui, au moment où elle est décédée, je la voyais se battre quoi contre ce dragon elle a pas gagné quoi. Elle a pas gagné. Elle a pas gagné. Et aujourd'hui, quel serait alors si le vieillissement n'est plus un sujet pour vous, si peut-être, je ne sais pas, que vous avez déjà
abondamment parcouru l'histoire des luttes sociales féministes dans vos spectacles. Quelles seraient aujourd'hui vos préoccupations? Quels seraient aujourd'hui les thèmes sur lesquels vous avez envie de concentrer votre Ouais, attention? par exemple, sur Christian Bobin, ça m'aurait beaucoup plu parce que là, ça m'aurait permis de parler de la poésie, que j'adore, Mhm. parler de la beauté, que j'aime aussi, c'est ce qui nous relie quand même aux choses, ce qui nous console, ce qui nous aide à vivre, la beauté, l'art, essentiel, la littérature, la musique, tout ça me nourrit. Et Bobin, ça aurait été l'occasion pour moi de parler de ça. Mais je vais me rattraper, je vais le faire avec Anne Perrier. Ah, Anne Perrier, que j'adore, qui est une poétesse merveilleuse, magnifique, la plus grande pour moi. Et je vais travailler sur elle, je vais bosser sur elle. vous avez un projet de spectacle. J'aimerais bien, oui. Là, j'ai sur Alice Riva, mais une fois que j'aurai fait Alice Riva, je veux me concentrer sur Anne Perrier. Et Alice Riva, alors, qu'est-ce que vous voulez faire avec Alice Riva? Alors, je pense que je vais faire une lecture spectacle, comme j'ai fait avec Annelise Grobetti. Ça marche bien, hein, la lecture spectacle. Les gens, ils aiment bien. En même temps, ça donne une petite distance, on lit, mais en même temps, on le sait presque par cœur. On est assez libre et tout. Mhm. Alice Riva, je vais faire sur ce qu'elle a écrit, quoi, surtout sur ses interrogations sur l'écriture. Elle a beaucoup interrogé l'écriture. Qu'est-ce que c'est qu'écrire? Qu'est-ce que c'est qu'écrire en Suisse romande? Qu'est-ce qu'écrire quand on est une femme? Alors, Alice Grobetti aussi, hein, avec 3 filles. Quand elle écrivait? Quand elle avait le temps d'écrire? Corinna Bille, pareil. Quand Maurice Chapa a écrit ce beau livre, le livre de C de Corinna, il dit, mais nom de bleu, j'ai pas été foutu de lui dire que je l'aimais, j'ai pas été foutu de la seconder, alors qu'elle était peut-être plus douée que moi en écriture. Et je l'ai laissé faire toutes les tâches ménagères et tout. Elle écrivait la nuit. Anne-Lise, elle prenait du temps sur ses vacances. Elle partait s'enfermer une semaine pour écrire. Quelle œuvre elles auraient fait, ces femmes, si elles avaient été totalement, tu vois. mhm. Annelise Grobetti, Alice Riva, on est quand même dans des figures. Enfin, le féminisme est là chez elle. Anne Perrier, c'est peut-être autre chose, non? C'est autre C'est plus chose. détaché, c'est Oui, plus mystique, on peut dire, je sais pas. oui. Mhm. On avait mis en musique Ophélie, là. Ophélie qui part dans les eaux et qui se Mhm. noie. Oui, je crois pas qu'elle avait un engagement féministe, Anne Perrier. Pas à ma connaissance, en tout cas. Je crois pas. Vous le Mais sauriez mieux que moi. mais c'est pas grave, on n'est pas obligé de. Je trouve qu'elle a écrit des poèmes d'une beauté extraordinaire, hein. Parmi vos projets, Yvette Terola, un projet qui est à l'affiche maintenant, revient sur une figure importante pour vous, qui est celle de Barbara, que vous associez à Brel. Alors, une à la fois, on commence par Barbara. Qui c'est Barbara pour vous? Qui c'est dans elle? Oui, qui est Barbara? Pourquoi? Ouais, pourquoi Qu'est-ce Barbara? qui, voilà, qu'est-ce qui explique cet attachement d'une si Sinon, longue durée? mais parce que je la connais depuis que j'ai l'âge de 14 ans et que je sais pas, je suis fidèle et que je trouve ses chansons pas vieillies. Il y a des chansons extraordinaires et elle, je la regarde encore assez souvent chanter, surtout au début, elle m'épate, quoi, elle est extraordinaire. Et même à la fin, où elle était une espèce de rockeuse. Une rockeuse déjantée, quoi, une grande prêtresse qui est complètement allumée, quoi, mais qui me déplaît pas, qui me déplaît pas. Enfin, c'est une figure, quoi, c'est une Sarah Bernard, c'est une Calas, enfin voilà, c'est comme Jeanne Sylvestre aussi. Manne Sylvestre, elle est plus comme moi, on est plus quotidienne, on est terrienne, tandis que pas Barbara. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la grande fille simple que Moi, vous dépeigniez vous-même? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'entrer dans l'univers de la de grande Barbara. prêtresse Ah Barbara? ben moi, alors moi je fais ces chansons plus quotidiennes. Je chante ces Ah, chansons ah. d'une manière toute simple, d'une manière toute, pas du tout manière. Enfin, elle n'a jamais été maniérée, mais toute simple. J'aime ces chansons, j'aime ces textes, j'aime voilà. Et avec Franck Michaud qui va faire les chansons de Brel, on va se répartir quand même. Ah, donc vous faites Barbara et lui fait Brel? Non, pas, Quand non, même pas. non, pas. On va chanter ensemble, Mhm. du Barbara, du Brel. On va se mélanger. Euh, on a choisi des chansons chacun, et puis on va chanter des chansons ensemble. Il y aura Ali qui nous accompagnera. Il y aura Christelle Soto à À l'accordéon. l'accordéon, ouais. Vous la connaissez? Oui. Mhm.
Christelle, elle est super. Et puis, elle joue un peu comme Noémie Coton, quand on avait fait Histoire d'elle. Noémie, qui était formidable, qui joue plus d'accordéon, qui conduit des trains. Quel virage. Noémie, mais oui, quel virage extraordinaire. Mais alors, Noémie, puis c'est Sophie Pasquier-Racine qui fait la mise en scène. Puis David, il fait l'œil extérieur. Donc mon fils, il va faire nous regarder un petit peu, puis nous, voilà. Et Brel? Et Brel, maintenant, pour Brel, vous, alors moi, je l'ai vu, Oui. Brel. Je l'ai vu au Palais de Beaulieu, là, quand c'était le choc de ma vie, je crois que... Quel âge vous aviez? 18, j'ai Vous trouvé... rentriez de Paris, et c'est Ouais. à Beaulieu, Et à Lausanne, Beaulieu, que vous aviez le choc de votre voilà. vie. Ah, Arrêtez de vous moquer de je moi. me moque pas du tout, j'adore ça. Arrêtez de Non, vous moquer de moi. alors, Brel, Oui. ce moment, ce concert. Non, racontez-nous Non, ça. mais il était, je sais pas comment dire, il était extraordinaire. Il vivait tellement intensément. Bon, après, c'est vrai que je peux avoir une certaine distance par rapport à ça. J'aime bien les choses assez sobres. Et là, j'étais mal tombée parce qu'il n'est pas sobre du tout. Mais il est tellement engagé dans ce qu'il fait, c'est tellement, je sais pas, au bout, que quand il chante Ne me quitte pas, puis qu'il pleure comme un veau, et puis que, comment, Et qui transpire et qui ouais, postillonne. et que Edith Piaf Oui. lui dit, mais arrête, c'est pas une chanson pour un homme, ça. Chanson de bonne femme, c'est pas une chanson de mec et tout. Puis il y va quand même. Il pleurniche, Brel. Il est toujours quitté. Les femmes sont toujours méchantes. Elles sont finissantes. Même mères, comme des arbres de Noël. Elles sont des fausses vierges. Il a un problème avec les dames et il est touchant parce que ça va jamais. Il est largué et il pleure. Quand il fait les timides, il est à la porte d'une fille qui ouvre jamais. Puis il est comme un con, il repart la queue entre les jambes. Tandis que Barbara, elle quitte d'abord. Et puis elle est toujours digne. Il y a jamais elle se plaint pas. Elle se plaint jamais. Alors c'est ça la confrontation qui vous stimule. Moi, ça m'intéresse. Voilà. Je me dis, mais comment on va faire, sans du tout être pédagogique, mais comment on va faire avec ces deux univers? Comment on va les mélanger? Alors, on a écrit des textes, Sophie et moi, des textes de liaison. Elle dans son style, moi dans le mien. Il faudra que ça s'accorde, mais je pense que ça ira. On va tout faire pour. Et ben voilà. Après, c'est une aventure. Je sais pas du tout sur quoi ça va déboucher. J'en sais rien. Mais on joue au terreau, l'espace culturel des terreaux, Vous avez les dates? du 15 au 19 mars. 2023. Oui. Puis après, on joue à la Tournelle à Orbe, 25 et 26. Puis après, au Théâtre des Amis, du 28 mars au 7 avril. Vous vous souvenez bien de vos dates. Bah Je oui. vois ça. Bah oui. Parler de Brel, comme ça me fait penser à une des questions peut-être de votre esthétique, de l'esthétique de vos spectacles, qui est le pathos. Parce que vous en mettez pas mal, mais vous avez toujours aussi des contrepoids à ce pathos. Ouais, je sais pas si je mets du pathos, c'est vrai. Ah, une forme, mais que je trouve Ouais. bien, hein, je veux dire, pas dans le sens, pas dans le mauvais sens du pathos, c'est important aussi. C'est D'avoir du important de. Mais vous vous êtes moqué de vous-même à ce sujet, là, quand un personnage dans un de vos spectacles commentant Oui, ce qu'a été Yvette Terrola, Ouais, il a ouais. la larme à l'œil, Elle a voilà. toujours la larme à l'œil, alors ça, on peut le dire, elle était vite. Oui, parce qu'on m'a eu reproché à juste titre, d'être un petit peu émotive, quoi. C'est vrai que moi, je suis assez émotive, mais dans la joie comme dans la tristesse. À dire sur scène, je suis capable de pleurer, mais parce que je suis contente, pas parce que je dois me retenir. Je suis assez vite la larme à l'œil, c'est vrai, je reconnais. Mais j'ai fait des efforts et je pleure plus sur scène. J'ai eu pleuré, c'est vrai. Quand je jouais, par exemple, Émilie ne sera plus jamais cueillie par l'anémone de l'auteur Michel Garneau, là que j'ai adoré cette pièce, sur la poétesse américaine Emily Dickinson, je pleurais beaucoup. Mais de joie aussi. Il n'y avait pas, je sais pas, c'était pas comme ça, c'était les larmes qui coulent parce que, mais c'est Grimbert, je sais pas si vous voyez qui c'est qui disait, le théâtre doit passer par les larmes. Et il a peut-être raison, il faut pas avoir peur non plus de nettoyer avec les larmes c'est beau les larmes aussi. Si c'est pas du pleurnichage, ça dépend ce qu'on appelle par pathos. Je sais pas comment vous définissez pathos. Disons, bah, justement, quelque chose d'explicitement, d'ouvertement émotif. Émotif. Où l'émotion L'émotion est... n'est pas cachée, Ouais. elle est exposée en tant que telle, elle est C'est ça. peut-être recherchée aussi d'ailleurs. Alors, le danger, je trouve, c'est si on la recherche.
Si elle est là et qu'elle vient et qu'elle est là, vraiment, il faut l'accueillir. Mais si on fait semblant de se mettre à... C'est pas forcément semblant, mais vous parliez du choc de votre vie qui était Jacques Brel. On peut pas dire qu'il manquait de pathos, lui. Non, mais moi j'ai l'impression qu'il était sincère. J'ai l'impression qu'il était sincère. C'est pour ça que ça passait aussi. Il y avait une sorte de sincérité, puis un don de lui qu'on doit avoir sur scène. Je déteste les gens, même si je suis dans la sobriété, qui jouent à la retirette, quoi. Il faut être là et il faut donner. Si on donne pas, il faut être là, amoureux, amoureuse. Si on n'est pas amoureux sur scène, si on n'est pas là comme un rendez-vous d'amour, il n'y a rien qui peut passer. Et c'est en étant amoureuse que la parole, les mots circulent. Sinon, il n'y a rien qui se passe. Et Brel, il avait ça. D'ailleurs, il n'a pas tenu longtemps, hein. Il n'a pas tenu longtemps, parce qu'on ne tient pas longtemps comme ça. On parlait de Zouk avant l'émission, là. Elle aussi, elle disait, elle a tellement donné sur scène c'est pas qu'elle n'a pas tenu le choc, mais c'est dur. Alors moi qui dure depuis 62 ans, ça veut dire que je sais m'économiser quand même. Vous avez quand même connu 2 épisodes d'interruption. Vous vous êtes épuisé 2 fois. Je me suis épuisée, ouais, 2 fois. Oui, j'ai eu 2 fois un burn-out, ouais, qui n'était pas ce que j'ai fait de mieux dans ma vie, mais j'ai pas pu faire autrement. Je ne dormais plus parce que je travaillais beaucoup, et quand on dort plus, qu'est-ce qu'on fait? On prend les somnifères. Et qu'est-ce qu'on fait quand on prend les somnifères? On prend des benzodiazépines. Et faut jamais prendre de benzodiazépines parce que c'est addict. Et on en prend un, on en prend deux, ça suffit pas, on en prend 3, on en prend 4. Puis après, on arrive à un stade où on peut plus. Puis il faut aller se sevrer. On n'arrive pas. Moi, j'ai fait burn-out plus que ça. J'ai fait une dépression. Je crois qu'il y a une différence quand même entre burn-out et dépression. Mais vous l'attribuez à cet épuisement, à cette énorme charge de travail que vous mettiez. Entre autres, il y a aussi eu dans ma vie personnelle des choses pas... Voilà, c'est aussi un ensemble de choses qui font que on croit qu'on est solide. Je suis solide malgré tout, mais on n'est pas si solide que ça, quoi. Mais je suis reconnaissante aux gens de théâtre de pas m'en avoir tenu rigueur, d'avoir tout fait pour m'aménager, pour me ménager, puis me réengager surtout. Me réengager malgré ces 2 accros d'accidents de parcours, quoi. Vous avez parlé d'Emily Dickinson tout à l'heure, et vous avez parlé aussi d'amour. Il y a un portrait d'Emily Dickinson, une carte postale affichée chez vous avec ce visage incroyable de poétesse manifestement importante pour vous, que vous citez dans un spectacle. La citation, c'est, je crois, Mon affaire, c'est l'amour, c'est ça? Quelque chose du genre? Ouais, mon affaire, c'est d'aimer. Mon affaire à moi, c'est... En tout cas, d'écrire, d'aimer. Ouais. Je compare à l'abeille. Qu'est-ce qu'elle fait, une abeille? Une abeille, le matin, elle se lève, puis elle dit, je vais butiner, quoi. Il y a pas de... faut y aller, quoi. Il faut... Ouais. Non, Emily Dickinson, c'est surtout la pièce que Michel Garneau avait écrite. Ça tombait à un moment chez moi, mais au moment où j'avais écrit Rien ne me manque sauf moi-même, justement, où en gros, je me cherche toujours, mais on se trouve des fois, ça arrive. Mais cette pièce elle est arrivée à un moment donné où j'avais besoin de spiritualité, enfin de lumière, et cette Emily Dickinson, elle est toute lumière, sans être dans le pathos, sans être dans la niaiserie, mais elle est vraiment dans l'amour pur, je dirais. L'amour pur, l'amour universel, ce à quoi on tend et on rêve d'aller, parce que c'est sûrement là qu'il y a un secret, et que c'est là qu'il y a une paix possible, en tout cas. Une paix que moi je recherche. Qu'est-ce qu'il y aurait de mieux que de ressentir une paix? Moi, je fais pas mal de méditation, je fais depuis longtemps, depuis l'âge de 35 ans, je me soigne, je fais attention à moi, je prends soin de moi, mais c'est vrai que cette paix intérieure, elle est bienvenue quand elle est là. Puis elle est importante, et je trouve que, voilà...
quand on fait des beaux spectacles, des fois, et que sur scène, ça a dû vous arriver, on touche comme un état de grâce, ou comme un moment d'éternité, comme ça, sans utiliser des grands mots, on est transporté, on sait pourquoi on fait ça, et on se dit, ben oui, là j'ai touché à quelque chose qui était de l'ordre de, peut-être de l'indicible, mais aussi de l'amour universel, quelque chose qui... Ce qu'avait, d'une certaine façon, Barbara, quand elle donnait de son temps pour les malades du sida, elle avait une ligne ouverte chez elle, on pouvait l'atteindre quand on voulait. Elle ne le disait pas, elle allait trouver les gens, elle donnait de son temps. Des gens généreux, quoi, des gens qui donnent de leur temps, qui donnent de leur... Ah, ça m'émeut. Les gens bons, les gens... C'est Beethoven qui disait, bah, vous citiez avant Confucius, mieux vaut allumer une petite flamme que de maudire les ténèbres. Beethoven, il disait, il n'y a pas d'autre marque de supériorité que la bonté. Et moi, il a raison. Il a raison, je trouve que c'est... Après, il faut le mettre en pratique, mais... Je réfléchissais là ces jours, puis je me disais, mais est-ce que... J'avais lu un livre de Danielle Kinodo, une psychanalyste, qui avait écrit Les mots qui touchent. Et je me disais, mais pourquoi pas faire à la fin de sa vie une psychothérapie, je me disais, pour me mettre en... Peut-être que je le ferai pas, mais je suis encore plein de, je sais pas comment dire, de scories, de doutes, surtout depuis la mort de Stéphania, trouver ma place, trouver comment être juste, comment être, je sais pas, faire une petite série de psychothérapie, pour essayer de trouver cette paix en tout cas. Et entre cette paix et ces instants d'amour universel, on pourrait dire que vous êtes toujours dans votre désir d'enfant, d'être une sainte? Non. Non, parce que j'ai trop de zones d'ombre, moi. Je suis pas quelqu'un de... J'ai l'air peut-être comme ça... C'est le moment de se flageller. Non, j'ai l'air comme ça, mais je suis pas quelqu'un de... Si gentil que ça. Je suis quelqu'un de... j'ai beaucoup de zones d'ombre. Je suis pas... Ouais, j'ai beaucoup de choses pas résolues en moi, pas... Ma mère disait, elle a dit ça à ma sœur, Yvette, elle a des soucis, parce que ma sœur, pas du tout. Ma sœur, elle est calme, elle est posée, elle fait des choses. Et ma mère disait, j'aurais dû, quand j'étais enceinte d'Yvette, regarder une image de Sainte Cécile. Puis comme ça, elle aurait été... Elle disait ça, donc voilà. Elle dit, j'étais trop tourmentée quand j'étais enceinte d'Yvette. C'est pour ça qu'elle a des soucis, cette pauvre. Mais en même temps, je suis l'artiste de la famille aussi. On a tous un rôle, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais le rôle de l'artiste, on est des fois, on est jugé inconséquent, on est jugé un peu foufou, comme ça. Alors que voilà, je fais quand même, j'ai jamais raté un rendez-vous, j'ai jamais... Enfin voilà, quand je m'occupe de mes petites filles, je suis toujours là, à l'heure. Une dernière question. Dans un de vos spectacles, vous parliez par rapport aux années qui passent, justement, vous appeliez la perte du goût, d'une diminution du désir. Et moi, quand je vous entends, quand j'entends ces projets que vous avez, j'ai l'impression que le désir est bien là. Il n'a pas tellement diminué, il a changé de forme. Et vous en êtes où avec le désir? Le désir de scène, le désir d'art? Oui. Non, peut-être ça a changé un peu de forme, c'est vrai. J'ai pas toujours l'élan nécessaire, mais il revient. C'est-à-dire que il n'est pas perdu, il revient. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où la fatigue, quand même, est là. Mais, vous savez, 76 ans, c'est quand même pas rien. Hein, donc il y a une fatigue qui peut être là, surtout quand on dort mal. Moi, je suis insomniaque. Mais c'est vrai, j'ai toujours cet élan. Je me réjouis, Pascal Rambert va m'écrire un texte, on va le jouer là, à Vidi bientôt, je vais faire Alice Riva, je vais faire cette comédie musicale à Servion, je vais faire cette pièce de Lagarce aussi, j'étais dans ma maison, j'attendais que la pluie vienne, j'ai envie de travailler, j'ai envie de... Puis je me dis que je suis à un moment de ma vie où peut-être comme comédienne, je suis assez bonne, enfin bonne. Je suis meilleure qu'avant, parce que je suis assez au fait de ce que je dis et comment je le dis.
alors qu'avant c'était beaucoup plus brouillon. Là, je maîtrise quand même pas si mal que ça la parole, les textes, le débit, les rythmes, les coupures, les césures, la musique, la partition. Je suis capable de faire ça, une partition, puis de m'y tenir, et puis ça m'aide, ça me porte. Enfin, je suis mieux, sur ce plan-là, je suis mieux qu'avant. Merci Yvette Terola, merci beaucoup. En prie, j'ai fait ce que j'ai pu. La chanson pour se dire au revoir, Choisissez, vous? c'est moi qui choisis? Oui, Ok, je choisis. d'accord. J'espère à bientôt. À bientôt. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que tel était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin. Quand je sens en chemin les trépidations de ma machine, il me monte des désirs dans le creux de mes reins. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Je vais à plus de 100 et je me sens à feu et à sang. Que m'importe de mourir, les cheveux dans le vent. Que m'importe de mourir, les cheveux dans le vent.